1985, dans le film Retour vers le futur, ils imaginaient la ville de 2015 avec des voitures volantes partout. On est 10 ans plus tard, en 2025, toujours pas de voitures volantes. Ça pose la question, comment seront les villes dans les années 2050 ? Et justement, c'est tout l'objet de notre podcast Prospective urbaine, où nous allons interroger nos invités sur leur vision de la ville de demain. Nous accueillons aujourd'hui Benoît Hamon et Paul Lé. Benoît, vous êtes une personnalité importante de la vie politique française, avec un engagement marqué pour les thématiques au cœur des enjeux de demain, comme l'écologie, la justice sociale et les nouveaux modèles économiques. Ancien ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, ainsi que ministre de l'Éducation nationale, vous avez œuvré pour des politiques favorisant l'inclusion et la durabilité. Votre expertise dans l'économie sociale et solidaire, associée à votre engagement pour des politiques publiques tournées vers l'avenir, fait de vous un interlocuteur clé pour discuter des solutions concrètes à mettre en place pour construire des villes inclusives, durables et adaptées aux enjeux du XXIe siècle. Oh, moi, je peux partir maintenant, là. C'est bien fait, hein. Ouais, Franchement, c'est bien. ça vous va, il a taffé, hein. Et Paul Lé, c'est le cofondateur et le co-CEO de La Belle Vie, une entreprise française innovante spécialisée dans la livraison rapide de courses et de plats à domicile. Depuis sa création en 2015, La Belle Vie s'est imposée comme un acteur majeur de la foodtech en France, proposant une alternative moderne et efficace aux méthodes traditionnelles de distribution alimentaire. Votre engagement ne se limite pas à l'entrepreneuriat. Vous êtes également impliqué dans des initiatives visant à promouvoir la diversité dans le secteur de la tech et de l'entrepreneuriat, notamment aux côtés de l'association Diversity Days, que je remercie. Votre vision de la ville de demain intègre une compréhension profonde des enjeux liés à la logistique urbaine et à la mobilité urbaine. En développant des solutions technologiques pour optimiser la chaîne d'approvisionnement et la distribution en milieu urbain, vous contribuez activement à repenser la manière dont les citadins accèdent aux biens de consommation, tout en réduisant l'empreinte écologique des livraisons. Pareil, c'est bon. Ah, c'est bien, hein. C'est sympa. Ouais, il a taffé, hein. Messieurs, je vous Incroyable. remercie d'avoir répondu à mon invitation. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. Benoît, votre parcours politique vous a amené à défendre des causes sociales. Paul, votre carrière d'entrepreneur est également guidée par un engagement pour des villes inclusives et durables. Alors ma première question est, comment vos expériences personnelles façonnent-elles votre vision des villes et des mobilités de demain ? Merci, vous avez 4 heures. 4 heures. Tu veux commencer, Paul? Bah non, il t'a regardé. Ah, qu'il est méchant. Comment mon expérience façonne-t-elle ma vision de la ville? Faut partir des certitudes qu'on a, déjà. Parce que vous observerez qu'en ce moment, tout le monde dit « Ah là là, le monde est incertain ». En réalité, on a beaucoup de certitudes. La première, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, il oblige à penser les espaces urbains de telle manière qu'ils soient capables d'absorber des phénomènes climatiques extrêmes, des canicules très fortes, de protéger les populations. Bref, il y a déjà ce sujet-là. Deuxième certitude, ce sont les transitions démographiques. Les transitions démographiques, elles vont amener le continent africain à se développer beaucoup, à accélérer probablement les migrations internationales et le continent européen à vieillir. Donc nous allons avoir davantage de mobilité, de migration et une population qui va se mélanger. Donc la question de l'inclusion va être centrale. Elle va être centrale aussi à travers le fait que le dérèglement climatique, première certitude, aura des conséquences sur nos propres mobilités, puisque les migrations, en quelque sorte, ne seront pas réservées simplement aux pays qui sont les pays les plus pauvres, mais comme on le constate aujourd'hui, prenez Los Angeles. Los Angeles, vous allez avoir des gens qui vont migrer à l'intérieur de leur propre pays. Pourquoi ? Parce qu'ils habitent dans des zones que les assurances ne veulent plus assurer, parce que les risques sont trop importants. Et donc, ces questions de mobilité des personnes doivent nous amener à penser la ville. Donc, je prends rien que ces deux certitudes-là. J'évoquais le fait que la France vieillit, donc
la place des personnes âgées dans la ville, dès lors qu'on pense l'autonomie des personnes à domicile plutôt que dans des centres d'hébergement ou dans des EHPAD, etc., est aussi quelque chose qu'il va falloir repenser. Et donc, voilà, rien qu'à travers cela, on a deux axes évidents pour moi d'évolution de la ville, dès lors qu'on souhaite qu'elle soit bienveillante et pas morcelée entre des zones dans lesquelles les riches sont bien et organisent leur propre sécurité à l'écart d'autres zones où régnerait le chaos et la loi du plus fort. Très intéressant, Paul. Est-ce que ça vous évoque? Bravo Benoît pour les 4 heures. Voilà. J'aurais dû passer premier, c'était plus simple. Non, moi je vais plutôt prendre d'un point de vue très égocentrique par rapport à ce que l'on fait nous chez La Belle Vie et Frichti. On réinvente la distribution dans les milieux urbains. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, elle se veut un peu plus écologique et adaptée aussi à nos habitudes de consommation, aussi à notre façon de vivre dans les villes. Euh, aujo- la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, les deux parents, ils travaillent beaucoup. Les deux parents sont carriéristes. Ils ont un peu plus de moyens à la maison et faire les courses, c'est plus la sortie du samedi comme ça pouvait l'être il y a 20 et 30 ans. Aujourd'hui, c'est une corvée. Et quand tu habites dans des centres urbains comme à Paris, c'est assez compliqué d'acheter des bons produits pas chers et variés. Donc en vrai, s'alimenter, c'est pas si facile que ça à Paris et avoir un équilibre porte-monnaie et qualité, c'est pas si simple. Donc ça, on essaye de le résoudre et je pense que la consommation est de plus en plus digitalisée et permet de gagner plus de temps pour profiter un peu plus des autres, de sa famille, de ses proches. Euh, Passer ces samedis à acheter avec aujourd'hui autant de compétition sur les loisirs, ça marche plus. Et en vrai, c'est une opportunité pour nous. À côté de ça, évidemment, quand tu as une entreprise d'aujourd'hui 600 personnes, tu essaies de la faire grandir avec ce qui te marque autour de toi. C'est-à-dire que mon entreprise, je suis assez fier de dire qu'elle ressemble à la France que je vois tous les jours, qu'elle permet à un ascenseur social. Aujourd'hui, sur les 600 salariés, il y en a 500 qui travaillent en logistique. Et le chemin royal pour arriver à la direction, notamment sur les aspects logistiques, approvisionnement, achat, c'est de commencer étudiant, part-time, préparateur de commandes et travailler avec nous quelques mois, quelques années et vouloir faire une carrière chez nous, c'est possible. Donc ça, je suis content de pouvoir donner la chance à des CV que personne n'aurait regardé et que nous, on aime bien faire parce que ça nous touche, parce qu'on aurait pu être à leur place il y a quelques années. On l'a été d'ailleurs. Et c'est toujours cool de pouvoir trouver des entreprises qui, quand on a envie de travailler, qu'on n'a pas forcément les bons diplômes et le bon réseau, je suis capable de faire des belles carrières et très bien payé. À côté de ça, évidemment, la livraison doit être verte. On parle de réchauffement climatique. Aujourd'hui, 100% de nos livraisons sont en scooter électrique, vélo cargo, etc. Et si je devais donner ma vision du futur, il y aura de plus en plus de technologies, de plus en plus d'entreprises qui vont être pilotées par l'IA et la robotique, et notamment sur les métiers qui sont un peu durs comme la préparation de commandes et la livraison. Et ça posera des questions sur notre savoir-vivre et comment vivre mieux avec la technologie. Et je suis de la team qui dit que l'AI, la robotique, va donner beaucoup d'abondance à l'humanité, et notamment en termes de temps et de qualité de vie. Et j'espère que c'est ce tournant-là qu'on va prendre. Voilà. Justement, c'est intéressant cette question sur l'intelligence artificielle. Je l'avais pas forcément noté, donc merci Paul Plaisir, de plaisir. le faire. Je devrais m'adapter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benoît, de l'intelligence artificielle pour le- les villes du futur, le monde de demain? Bah, l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine, ça dépend au service de quoi tu la mets. C'est Pas faux. parce que et si on met l'intelligence artificielle au service de la soumission des personnes à des projets qui sont ultra polarisés, racistes, suprémacistes, etc. Bah, l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, elle a une fin, à mes yeux, qui est une fin terrifiante. Si l'intelligence artificielle, elle est mise au service
euh, de la connexion des gens entre eux, du fait de dégager, comme disait Paul, des moments pour soi, d'épanouissement, d'émancipation. C'est-à-dire que si elle prend en charge des tâches qui sont des tâches qui nous ennuient, nous aliènent, nous font parfois souffrir, vive l'intelligence artificielle. Donc en fait, de toute façon, elle est là. Et c'est ça qui est intéressant. Et la question qui nous est renvoyée, c'est bon, bah voilà, que fait-on de ce produit du génie humain? Parce que ça reste, même si l'intelligence artificielle est capable maintenant d'apprendre, si elle est capable d'innover, de créer des choses, au point de départ, c'est le génie des hommes qui est à l'origine de cela. Ce que je trouve intéressant, dans ce débat sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on sait qu'elle s'immisce d'ores et déjà dans nos vies. Il nous revient, et ça, c'est valable pour la ville en particulier, de créer les lieux, les espaces. Alors ça peut pas forcément des espaces physiques, mais des endroits où nous délibérons, où nous parlons, parce que euh, on peut vivre tous au même endroit et ne jamais se croiser, ne jamais se voir et rester tous isolés à raison du fait qu'on télétravaille, à raison du fait qu'on ait la tête dans son écran et qu'on se connecte virtuellement à plein de gens, mais plus tout à fait À réellement aux l'humain. autres. Et je vous donne cet exemple-là qui m'a beaucoup frappé, une étude britannique qui montrait qu'il y a 60 ans, je crois que c'est du côté de Bristol, je suis plus sûr, mais en tout cas, ou de Sheffield, il y a 60 ou près d'un siècle, peut-être, il faut la retrouver, elle est facile à retrouver sur Internet. On Euh, mettra le lien dans la euh, vidéo. ils ont étudié quelle était la distance que parcouraient les enfants librement, laissés par leurs parents. Jusqu'où laissiez-vous vos enfants partir? Et on était à une distance de 10 kilomètres il y a à peu près un siècle. On laissait les enfants prendre leur vélo ou aller jusqu'à 10 kilomètres. Aujourd'hui, c'est moins de 300 mètres en moyenne. Ce qui veut donc dire que nos espaces physiques se sont rétractés dans la liberté qu'on laisse à des enfants et des adolescents, alors que on est connecté à travers toutes sortes de devices, outils, instruments et d'opportunités au monde entier. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on réapprenne aussi les expériences tangibles, physiques, et que cette question de la ville qui permet cela, fluide, quoi, me semble être un enjeu important, comme la ville démocratique, c'est-à-dire la ville qui délibère, des gens qui se parlent, qui décident, qui font des choix ensemble. Ça va être tout à fait crucial. Donc l'intelligence artificielle, elle peut nous aider à ça, ou au contraire, nous produire de l'enchaînement, quoi. Et ça, je le souhaite pas. Paul, en tant que papa. Mmh. En tant que papa, Ah non, moi, jusqu'à où jusqu'- vous laissez vos enfants? de plus en plus, là, je commence à être au-dessus des 300 mètres, là. Voilà, ils ont moins de 10 ans, mais je rejoins ce constat qu'on avait beaucoup plus de liberté de mouvement quand on était jeune, probablement parce qu'on était moins angoissé par les flux d'informations qu'on recevait et qui ont biaisé aujourd'hui notre point de vue sur le présent. Donc j'essaie de toujours essayer de leur faire goûter la vie que j'ai goûtée, quoi. Voilà, pleine de liberté. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est la liberté. Et avoir ce goût-là, c'est toujours assez cool. Donc c'est important. C'est important. Et justement, si vous aviez des priorités sur la ville de demain, quelles seraient-elles? La sécurité, ça c'est sûr. Voilà, à Sécurité. partir du moment où on a la sécurité, on peut laisser nos enfants faire 500 mètres, 10 km, 30 000 km. Et ça, je pense que la data et la robotique peut nous aider à faire ça. Donc moi, je suis vraiment de la team complètement libérer l'adoption de la robotique et de l'IA en leur mettant espèce d'amendement, des règles universelles qui sont ne pas faire de mal à l'homme, voilà, et l'aider. Donc à partir du moment où c'est programmé comme ça, c'est qu'un monde d'opportunités, ouais. Et vous, Benoît, qu'en pensez-vous? Quelle serait votre priorité Pour sur la les villes ville, de demain? je sais pas si pas facile de hiérarchiser parce qu'il y a tellement de choses. Pour en donner plusieurs, il n'y a pas de Non, souci. mais c'est sûr que pouvoir se déplacer dans des environnements sûrs, c'est crucial. Prenons l'exemple des femmes. Le fait de pouvoir aller d'un endroit à un autre sans avoir à craindre euh,
des agressions, qu'elles soient, même seulement verbales ou, mais en tout cas un environnement qui est un environnement pas safe. Rien que ça, c'est encore devant nous parce que, et on voit bien les enjeux qu'il y a autour de ça. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Puis et je crois que maintenant il faut qu'on arrive à aussi raisonner en termes de lieux, qui soient des lieux qui sur le plan, écologique soient, régénératifs. Nous, on a par exemple, Singa est concessionnaire de la Gaîté Lyrique à Vous Paris, qui est un pouvez établissement. présenter Singa en quelques Singa, mots? c'est une ONG qui est dédiée à l'inclusion des personnes réfugiées en Europe. Et bon, voilà, on gère aussi des lieux, et on gère un lieu à Paris, la Gaîté Lyrique, et avec d'autres, avec Arte, avec Artifarty, avec Make Sense. On est donc actionnaire de ce lieu qui est un lieu qui appartient à la ville de Paris, qui est un lieu culturel. Et notre objectif a été de le transformer en un lieu régénératif. Ça veut dire quoi? C'est en gros qu'il faut qu'on ait évidemment une neutralité dans nos impacts écologiques, et si possible qu'on vise un impact positif. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de réfléchir comment ce lieu qui a plusieurs étages, qui est ouvert et donc il faut chauffer, allumer en permanence, comment il pouvait absorber des consommations énergétiques du quartier de façon à ce que, plutôt que un comité de quartier se réunisse en un endroit, consomme des fluides, et bien il le fasse à la Gaîté Lyrique, que crée des connexions par ailleurs avec d'autres événements. Et on a donc porté ce projet d'un lieu culturel régénératif. Et je trouve intéressant que désormais, à la fois les projets, quand ils existent, d'occupation des lieux ou de création de nouveaux lieux, pensent la question climatique. Et la question climatique, elle n'est pas simplement j'isole bien mon lieu, ou je le fais en matériaux qui soient des matériaux réutilisables, recyclables. C'est aussi de penser les consommations et la manière dont ce lieu interagit avec ce qui se passe autour. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la Gaîté Lyrique. Et ça me semble intéressant de le mettre à l'agenda des prochaines années quand on pense la ville du futur. C'est intéressant, donc vous avez deux visions qui sont complémentaires. Alors, petite citation. Albert Einstein disait: on ne réglera pas les problèmes de demain avec la pensée d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous poser la question: qu'est-ce que le Paul d'il y a 10 ans, 15 ans, et quelle est la différence avec sa pensée actuelle? Qu'est-ce qui a évolué dans votre vie? Comment vous avez modifié peut-être votre perception de l'environnement et comment justement vous visualisez in fine le futur? Je suis pas tout à fait d'accord avec Albert, hein, je le dirais. Mais je pense On lui que dira. c'est pas forcément la pensée d'aujourd'hui, mais si on garde nos principes qui sont, je pense avoir les mêmes principes depuis toujours, c'est-à-dire des principes de respect, d'entraide et d'ouverture d'esprit. Voilà, j'essaie de m'adapter à mon présent, mais si je devais éduquer des enfants, voilà, je leur apprendrais pas à... Évidemment, je les aide à penser, mais je leur donnerais beaucoup de principes et un cadre bienveillant pour qu'ils se créent eux-mêmes leur bonne pensée dans le bon sens. Voilà, donc un socle de principes et de valeurs, et la suite, ils l'écriront eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut rester sur ça, c'est-à-dire donner une espèce de cadre bienveillant, évidemment, puisqu'on est entre humains, et sauf si on veut se faire remplacer par des robots, mais la bienveillance entre nous, c'est quelque chose qui doit être primordial. Ouais. C'est une belle philosophie. Et, et vous, Benoît, qu'en pensez-vous de la citation d'Albert? On lui dira hein, que vous n'êtes pas d'accord. Ouais, Quoi. Il dit, pour penser demain, faut pas penser, les enjeux de demain peuvent pas être réglés avec la pensée d'aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, En globalement. même temps, tu es bien obligé d'avoir une pensée aujourd'hui pour. exactement. Donc, non, mais si ça dépend si c'est une réflexion philosophique sur le temps, ça s'entend. Non, ce que si on tire le fil de cette réflexion-là, c'est que je pense qu'il faut s'arracher à une vision du monde qui soit habité de trop de préjugés et trop surtout de, de principes ou de certitudes liées à la manière dont on a vécu les choses. Aujourd'hui, c'est quoi le problème qu'on a? C'est que face à toutes les certitudes que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent être un peu vertigineuses, hein, je veux dire, quand tu évoques, Paul, la question de l'IA, quand je t'entends là parler de ce à quoi tu aspires, on se dit, là, on est devant des bouleversements qui sont des bouleversements spectaculaires. Et tu as des gens qui disent, oulala, le dérèglement climatique,
l'impact de l'IA sur le travail, la connaissance, l'information, les transitions démographiques, tout ça va bouleverser le monde dans lequel nous vivons. Et singulièrement, ceux qui sont sur le toit de ce monde, les plus riches, se disent: est-ce que je vais pouvoir continuer à m'enrichir impunément comme auparavant, quels que soient les impacts écologiques? La réponse est manifestement non. Est-ce que ce pouvoir économique me donnera autant de pouvoir politique sur les choses? Là aussi, la réponse sera forcément non, parce que le monde est de plus en plus multipolaire. Tu vois apparaître, je veux dire, pendant un siècle, même plus d'un siècle, c'est quand même l'Occident qui a fixé le bon fuseau horaire à l'horloge du monde. C'était à Washington que ça se réglait, parfois à Londres, parfois à Paris, mais principalement les Occidentaux. C'est fini. On est en train de basculer dans un monde, on va dire, multipolaire. Et donc on voit bien qu'il y a des gens qui voient la position qui était la leur de domination remise en cause. Et quel est leur réflexe? Et souvent le même, d'ailleurs, toujours. C'est Make America Great Again. Ça veut dire que je veux la faire comme elle était avant. Tu remarqueras. Et c'est marrant, hein, tu vas la faire avec Musk, qui lui dit je vais conquérir Mars. Mais en fait, tu vas la faire comme avant. À l'époque, alors le comme avant, on n'est pas toujours d'accord. C'était quoi avant d'ailleurs? Nous, la France, C'était pour la mieux refaire avant. comme avant, qui était mieux avant, mais c'est à quel moment? Parce que tu vois, et donc il y a ça, et je pense que cette grande tentation qui est très perceptible aujourd'hui parmi les élites économiques et politiques, pas tous, hein, mais dans les pays occidentaux, elle peut pas être celle qui gouverne le monde et la manière de penser le futur. Parce que sinon, ça finira comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou comme je l'ai évoqué, et c'est le vrai risque, et ça existe déjà. C'est que la ville, pour le coup, elle va se diviser. Elle est déjà divisée dans certains endroits. Va à Nice, tu as de plus en plus de rues qui sont privatisées, où les riches privatisent l'espace public, hein, et vivent entre eux. Alors, on avait avant les quartiers, les banlieues, et tu avais les villes, mais même maintenant à l'intérieur des villes, tu sais, tu as une forme de segmentation de plus en plus grande des espaces. Et c'est ça le vrai risque aujourd'hui, c'est que c'est le fait de nous isoler les uns des autres, et en nous isolant, plus tu auras de frontières, plus tu auras de préjugés, donc plus tu auras de conflits, et tout ça finira très mal. Donc ouais, je sais pas si je suis d'accord avec Albert Einstein, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que le réflexe de se dire c'était mieux avant, ce qui veut pas dire qu'il faut pas, on vient tous de quelque part, hein, qu'il faut pas dire qu'il faut couper le fil avec le passé. Mais en tout cas, y retourner, et sans savoir d'ailleurs exactement où on y retourne, où on va, ça me semble un peu hasardeux tout ça, voilà. Très intéressant. Et je vous remercie. Si tu avais dit complètement con ce que vient de dire Amon, ça aurait été... Non, jamais. Après, C'est ça, ouais. C'est le mec qui dit mais franchement, il m'a bousillé mon podcast. Paul, vous habitez toujours en banlieue ouais. et vous en êtes fier. On en avait discuté lors d'un événement. En fait, je me dois d'en être fier, puisqu'il y en a qui sont complexés et j'ai envie de leur dire tranquille, ça va. Mais si je devais arrêter d'en parler, ce qui est le but, parce que on pourrait se dire qu'il n'y a plus de banlieue, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières et que tout le monde vit sans préjugés et sans avoir de préjugés sur les autres, tant mieux, c'est mon but. Mais aujourd'hui, j'en parle beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'assument pas. Voilà. Et j'ai envie de leur dire, en fait, tranquille, il n'y a rien de grave. C'est bien là-bas, tu vois. Regarde, j'y suis. Voilà. C'est top. Et alors, selon vous, quel est le rôle des startups justement dans la création de solutions qui œuvrent au bien commun? Bah, les startups, déjà, et les entreprises en général, leur but, c'est de créer un business, donc de faire de l'argent. Et ça doit pas être mal, ça. Mais aujourd'hui, les gens disent, oh, tu gagnes de l'argent, pas toujours bien vu. Euh, mais je pense qu'une entreprise qui grandit doit aussi assumer son petit pouvoir dans la société, c'est-à-dire savoir donner et ouvrir son entreprise à différents profils pour que son entreprise ressemble à la France qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est très important. Donc, plus on grandit, plus on a de responsabilités. Et je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent se corriger en ayant des entrepreneurs qui ont cette vision-là. Donc, c'est pour ça que je suis très business, très création d'entreprise, parce que c'est un vecteur social et très important
pour l'équilibre de la société, je pense. Voilà. Et Ok. ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Ouais. C'est Donc, un, vive les entrepreneurs. Il en c'est faut un beau plus. message. Et justement, c'est pour ça aussi que vous avez souhaité rejoindre l'aventure Singa. C'est parce que voilà, chez Singa, on prône aussi ces valeurs d'inclusion dans l'entrepreneuriat. Ouais, et puis des entrepreneurs qui ont parfois vécu des préjugés et parfois un peu d'injustice, malheureusement, bah, feront des entrepreneurs, des bons entrepreneurs bien résilients et qui vont créer de la richesse et une ouverture en donnant une ouverture d'esprit, en créant beaucoup en offrant de la chance, plus de chance à ceux qui en ont un peu moins. Voilà. C'est beau. C'est beau. Vous êtes content de l'avoir à vos côtés chez Non, Singa. mais moi, je trouve que si vous voulez, à la fois j'aimerais bien, c'est ce que je vais vous dire est contradictoire, banaliser ce que font les entrepreneurs, nouveaux arrivants, réfugiés, en disant, bah voilà, ils ont créé une entreprise. Faut pas que ce soit seulement, vous savez, l'exception. Ah, formidable, cette personne venue de Syrie a créé tel business. Et c'est l'exception quand justement tout est fait pour compliquer la vie d'un entrepreneur dès lors que on regarde pas son projet, mais on regarde d'où il vient. Ce qui est quand même un vrai problème, et c'est parfois le cas de certaines banques, par exemple. Donc j'aimerais bien que ça se banalise. Et en même temps, il faut se souvenir, par exemple, chez Singa, que quand on est un entrepreneur réfugié, si on a été réfugié, c'est qu'on a été reconnu comme victime d'une oppression. Victime de la remise en cause d'un droit fondamental. Donc on a une expérience de vie qui est une expérience de vie singulière. Il y a quelque chose, il y a de la force derrière aussi tout cela. Et quelque chose à partager de plus peut-être aussi qu'un projet d'entreprise. Donc ce que je crois, c'est que moi je m'en tiens aux preuves en fait. Côté Saint Thomas, je crois que ce que je vois, mais les preuves qu'on collecte chez Singa, elles sont très simples. C'est que il y a 3 effets, on va dire, à la création d'entreprises par des personnes réfugiées ou nouvelles arrivantes. D'abord, elles créent un business, donc de l'activité, de la richesse, des emplois, qui, eux, concernent tout le monde. Autant des citoyens allemands concernent l'Allemagne, que des Français concernent en France, que des nouveaux arrivants, de la diaspora, etc. Peu importe. Deuxième effet, souvent, ils réparent des trucs qui marchent pas. Je m'explique, c'est par l'observation de dysfonctionnements dans l'économie, dans la société, souvent ils vont sur la création De d'une solutions. solution en matière de santé, d'une solution en matière de mobilité, peu importe. Mais il y a vraiment des solutions. Et c'est intéressant, c'est parce que il y a une vraie utilité sociale, indiscutable. Nous, on est capable de le mesurer, ça. Puis le troisième effet, et ça, c'est intéressant, évidemment, c'est ce qu'on recherche un peu chez Singa aussi, c'est que ça change la perception qu'on peut avoir de la question des migrations. Quand vous dites, par exemple, en France, que les gens ignorent, ou en Europe, que 21%, par exemple, des créateurs d'entreprises chaque année dans l'Union européenne sont des étrangers, à l'Union européenne. 21%. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. 15% en France. Qui dit cela? Je dis bien des étrangers, même pas pas des immigrés, parce que des immigrés, ça peut être quelqu'un qui est naturalisé français, mais qui est né à l'étranger. Donc c'est vraiment, il y a une dynamique qui est incroyable. Et alors cette dynamique, elle a des raisons qui sont un peu moins nobles. C'est que en France, il te faut 10 ans en moyenne pour retrouver ton statut social d'origine quand tu es venu d'un pays étranger en France. 10 ans, c'est long, hein. Et évidemment, l'entrepreneuriat est choisi comme un moyen d'accélérer l'inclusion, plutôt que d'attendre de passer 10 ans à monter sur des chantiers ou à faire des boulots qui correspondent absolument ni à ton envie, ni à ton niveau de qualification. Et ça, c'est aussi une donnée de la société française. Et donc, pour ça, moi, voilà, ce sont des preuves, elles sont sur la table, et vous observerez que ces preuves, on n'en parle jamais dans le débat public. Jamais, 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 jamais. Je parle avec un ministre de l'Intérieur, il va me dire délinquance, délinquance, délinquance. Je vais lui dire inclusion, entrepreneuriat, business, richesse, financement des retraites. Tout ça n'existe pas. Et donc, nous, notre job, c'est de faire remonter ces sujets-là à la surface. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, Paul dit, je suis de la team positif en gros. Je suis de la même team de ce point de vue-là. C'est que je vois trop de choses qui marchent pour marcher pour justement acheter leurs conneries, quoi. Sur ça va être le chaos, la guerre civile, etc. Donc c'est pour ça que je suis pas
bêtement optimiste en disant ah tout va aller bien parce qu'évidemment c'est compliqué. Mais je suis positif. Super. Paul, comment vous faites pour intégrer au sein de vos multiples activités justement cette dimension où vous alliez le business et les valeurs qui sont les vôtres? Ouais, c'est assez naturel ça, hein. Tu vois, je te prends le contre-exemple, c'est qu'on reproche à certains confrères de démarrer avec... pardon. Au bout d'un certain temps, certains confrères sont pointés du doigt parce que leurs équipes sont un peu trop... sont pas assez... Il n'y a pas assez de diversité dans leur équipe. Mais ça, c'est normal, tu vois. Parce que dans leur cercle, quand on lance une entreprise, embaucher, c'est ce qu'il y a de plus compliqué et il faut aller très vite. Donc évidemment, s'ils sont dans ce cercle, il n'y a pas beaucoup de diversité, bah, ils vont avoir une entreprise au bout de quelques années qui va être un peu moins colorée, on va dire. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que mon cercle à moi, et il est by design très dans la diversité. Donc, j'ai construit une entreprise et j'ai co-construit une entreprise qui nous ressemble de manière assez naturelle. Et c'est ça qu'il faut aussi, c'est en amont, c'est mettre un peu plus le pied à l'étrier à nos cousins, à nos sœurs, à nos enfants et les mettre dans les bonnes écoles. Voilà, parce qu'il faut se dire aussi, il y a des mauvaises écoles et il y a des très bonnes écoles. Et commencer à mettre un peu plus de diversité dès le début. Et puis derrière, on verra une économie et des entreprises qui vont ressembler un peu plus à ce que l'on voit tous les jours. Et comment on pourrait intégrer cette vision assez start-up, entreprise, entrepreneuriat au sein des politiques publiques? Aujourd'hui, c'est normal en fait. C'est quoi l'immigration? C'est 30, 40 ans et ça commence à bien se voir. On était avant dans les quartiers, maintenant on l'est plus. Donc la génération qui est en train de pousser n'a plus de limite, elle est complètement intégrée et on va commencer à voir à la télé, dans les politiques, une vraie diversité. Voilà. On est là pour l'accélérer parce qu'on voit aussi que c'est des opportunités et une certaine richesse d'en avoir et ça crée de la frustration quand on la voit pas parce que on veut aller plus vite, mais je trouve que tout va à peu près dans le bon sens. Voilà, je suis très positif et que la génération qui arrive va régler ce problème très rapidement parce que ça y est, ils ont toutes les armes pour le faire. Voilà. Team positif? Ouais, mais là, une réaction, pour le coup, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la diversité, ça ne te garantit pas que la société soit plus juste et plus solidaire, hein. Aujourd'hui, Je suis tu as de d'accord. plus en plus de latinos qui votent pour le fait de fermer aux États-Unis les frontières pour des Vénézuéliens qui voudraient rentrer. Et tu vois en France aujourd'hui des réactions vis-à-vis des migrations, de nouvelles générations qui migrent, qui peuvent être de la part de gens qui sont issus de l'immigration. Au départ, on a parlé des descendants d'Italiens, d'Espagnols, etc. Et maintenant, aujourd'hui, des descendants de familles maghrébines qui disent bon, voilà, il faut maintenant fermer la porte parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, le vrai sujet qui est pas simple, hein, alors là, là, pour le coup, je ne me hasarderai pas à avoir des certitudes, j'ai quelques convictions, mais la vraie question, c'est dans un contexte où tu as une augmentation des migrations internationales, pas que pour des mauvaises raisons, parce que c'est plus facile d'aller étudier à l'étranger aussi, tu as des opportunités en termes de formation, etc. Puis c'est plus facile de bouger. C'est comment une société, avec un changement d'échelle des migrations internationales, comment elle reste inclusive. Et le peut-elle d'ailleurs. Et ça, ça sont des sujets qu'il faut traiter. Aujourd'hui, on les traite pas, puis d'ailleurs on dit c'est pas possible, on fait rien pour que ce soit possible d'ailleurs parfois. Et donc l'essentiel des politiques publiques parle d'exclusion, d'expulsion, d'OQTF, etc. Mais voilà, ce que je crois que c'est qu'il faut travailler de ça, mais ne pas croire que parce que ta photo est plus diverse, tu changes les règles du jeu du système. Je pense que c'est bien qu'elle soit plus diverse en toute chose, parce que c'est plus représentatif de la réalité de la population, mais ça n'empêche pas qu'il faut avoir des politiques spécifiques de justice, de solidarité, parce que la diversité ne réglera pas tout. Voilà, c'est tout. Très Je suis d'accord. intéressant. Paul? Non, non, je suis complètement d'accord, hein. La diversité n'est pas une solution. Voilà, il y en a, d'accord, mais c'est pas quelque chose qui va complètement changer la société.
Aujourd'hui, on le fait parce que, encore une fois, j'ai une entreprise qui a mon image et je suis naturellement moins biaisé sur certains recrutements. Mais je rejoins complètement ce que dit Benoît. Ouais. Ok, très intéressant. Alors revenons quelque peu sur la vision que vous avez aussi des villes de demain. Ma question c'est quelles initiatives sur des villes actuelles que vous connaissez vous inspirent dans la manière de répondre aux défis urbains? Il y a des exemples comme ça qui vous viennent à Bah, dans la l'esprit? mobilité, c'est sûr qu'aux États-Unis, avec San Francisco, les voitures autonomes, ça m'inspire. En Chine, les livraisons, et même au Japon, hein, les livraisons par drone. Des personnes âgées qui habitent au huitième étage sont livrées parfois en drone de leurs médicaments. Voilà, je pense qu'il faut aller vers là. La technologie permet de fluidifier beaucoup de choses. Donc ça, c'est en termes de mobilité et de technologie. Voilà. Et je pense que ça va arriver très vite. Les taxis volants à Paris? Pour ou contre? Moi, je suis un pro technologie à fond. Voilà. Mais toujours une technologie qui permet à l'humanité de s'enrichir autrement que par le travail. Il y a aussi la culture, passer du temps avec les gens, transmettre aux gens qui sont autour de nous, créer des connexions humaines. Ça, j'y crois à fond. Et la technologie nous permet d'avoir ce temps-là. Voilà. Mais il faut une technologie au service de l'humanité. Et ça, j'y crois à fond. Et je pousse pour ça. Ok, super intéressant. Et vous, Benoît, une initiative, une ville qui Ah, vous bah, inspire? maintenant, je prolonge ce que vient de dire Paul. La technologie au service du service public, c'est génial. C'est-à-dire que euh, tout l'enjeu pour nous, c'est que la technologie soit pas un luxe l'on s'offre quand on a les moyens de se l'offrir et qui vous facilite la vie. Mais ce qu'il a dit sur le fait de pouvoir, un prolongement de la sécurité sociale à travers le fait qu'on puisse avoir accès demain à des médicaments plus facilement que les transports publics, soient des lieux dans lesquels qui soient sûrs, réguliers, accessibles pour les personnes en situation de handicap. Là encore, la technologie peut nous aider à beaucoup de ces choses-là. Oui, 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 100 fois oui. C'est-à-dire que nous, il y a un vrai enjeu à mettre ce génie-là au service du bien commun. Et donc, en l'espèce, si on parle de ville, mobilité, on est dans une ville dans laquelle il y a plein de possibilités de se déplacer d'un endroit à un autre. Après, ça peut être, évidemment, on peut mettre de l'argent dans les taxis volants, mais bon, ça, à mon avis, ça va coûter cher au début. Mais si on peut mettre de la technologie dans le métro, dans les services publics pour que ce soit... Il y en a déjà, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, on l'a vu changer le métro. Puis on s'est dit, attendez, il y a comme on a vécu une expérience incroyable comme pendant les JO. C'est la preuve que ça marche, quoi. Tout marchait, tout était nickel. Et donc voilà, je pense que moi je suis à fond pour ça. Mais après, je vais prendre un truc qui est à l'opposé de la technologie. Je te prends un programme qu'on développe, nous, Singa, qui s'appelle J'accueille, des cohabitations solidaires, c'est-à-dire l'hébergement de personnes réfugiées par des citoyens. Bah là, tu n'as pas de technologie, mais ça accélère incroyablement l'inclusion. Par quoi? Par le lien entre les gens. C'est que si tu habites chez moi, tu apprendras plus vite le français parce que tu es immergé dans un environnement francophone. Puis je te mets mon réseau social, professionnel, va te profiter. Et donc, je pense que la ville de demain, faut que ce soit la ville du lien. Ouais, complètement. Ouais. Des liens entre les gens. Moi, j'attends de la technologie qu'elle relie aussi les gens, quoi. Qu'elle Bien soit sûr. pas une frontière. Je suis Mm. d'accord. Hein, on peut Mm. prendre des exemples un peu plus macro. Tu prends un bus. Voilà, aujourd'hui, conduire un bus, il n'y a aucun plaisir. Et techniquement parlant, on peut mettre des bus autonomes qui se conduisent tout seuls. Les chauffeurs de bus, tu vas pas lui enlever son travail. Par contre, tu vas lui dire, tu vas continuer dans ton bus et créer du lien, aider les personnes à monter, transmettre des émotions, des choses, et créer du lien avec les personnes qui sont dans ton bus. C'est beaucoup plus satisfaisant et c'est aussi vers là qu'on doit diriger l'humanité. Et tu vois, c'est un exemple où en vrai, la technologie et l'IA va à fond. Mais on garde la personne dans le bus et son emploi pour créer du lien. Donc peut-être que la technologie peut permettre à l'humain d'être plus polyvalent. C'est un peu ça la vision que vous avez? On est de toute façon des humains et on a cet instinct de s'adapter partout et à plein d'environnements. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes à faire et qu'on peut remplacer par la technologie. Et la créativité humaine et l'instinct humain va ne faire que s'adapter. Voilà.
tant que la technologie est au service de l'humanité et pas contre l'humanité. Et c'est ça qu'on doit faire attention aujourd'hui. Très intéressant. On est toujours de la team positive. Ouais, bah, non, oui, parce que Ah sinon ouais. tu peux dire aujourd'hui la technologie elle sert surtout à faire, à sophistiquer les armes, donc à tuer les gens et tu le vois avec, à quel niveau? Je veux dire avec, donc quand même des guerres qui sont extrêmement létales et c'est cette technologie-là aussi dont on entend nous souvent parler quand tu ouvres ton fil d'infos. Mais non, mais c'est mieux de mettre, Paul à ce job-là que Musk. Putain, pitié, quoi. Paul? Moi, je suis pour. Moi, je suis de la team Paul et pas la team Elon. Voilà. Moi, j'étais très dans la team Elon. Je reconnais en lui un génie de ce siècle. Évidemment, après, il est dans un monde, il a grandi, il a aussi bon, cet ADN de presque autistique, tu vois, de voir un monde rempli de data et binaire et que les choses évoluent. Il est très bon dans la création et de choses, mais la politique, c'est le lien entre les humains. Et ça peut pas être binaire parce que t'es pas une machine, t'es pas un algorithme. C'est tes réactions elles sont trop inattendues et on peut pas gérer une entreprise technologique et gérer le peuple de la même façon en essayant de diriger les choses de manière très verticalisée, presque binaire. Donc, c'est très compliqué de mettre un génie comme ça euh, dans la politique. Par contre, je crois vraiment au bienfait de la technologie pour l'humanité et que la technologie doit être au service de tout le monde, du service public à fond, pour aider à ce qu'aime faire le service public, c'est aider les gens et pas devenir une friction et une peur administrative. Partout où l'État agit, il doit se faire aider par la technologie et l'intelligence artificielle parce que c'est le monde de demain qui va vers là et il faut l'adopter très vite, sinon on va se faire distancer. Mais l'adopter avec un modèle social comme on l'a, c'est là où on doit aller et c'est là où l'Europe doit aller et la France doit aller. Paul Voilà. l'est un jour en politique? Non, C'est un jamais. monde? Non, Non? non, jamais. Ça vous Jamais. intéresse pas? Non, 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 jamais, jamais. Je pense qu'il y a deux pôles qui peuvent dessiner la France. Il y a le pôle évidemment politique, mais il y a aussi le pôle business, hein. Il doit y avoir, je sais pas, 20 businessmen qui font le visage de la France. Voilà, ils achètent des médias, certains médias sont de gauche, de droite, ils achètent des entreprises, ils investissent dans l'économie. Ils dessinent à leur manière la France. Et plus tu montes et plus à un moment donné tu parles aussi aux politiques, je préfère cette team-là, ouais. Voilà. Je trouve que le métier de politique aujourd'hui est, euh, est devenu très difficile parce qu'on a trop de place publique de discussion et il faut être mentalement très chargé pour le faire. Et souvent, j'ai travaillé il y a très très longtemps pour un politicien et j'ai vu que au niveau familial et ton entourage d'amis, ça fait trop de dégâts, quoi. Et Ok. moi, je suis Trop attaché à... je suis trop attaché à ça, quoi. Voilà. On n'a qu'une vie, voilà. Mais on peut rendre service à la société de l'autre côté. Fait la politique Ceux qui différemment. font du business, voilà. Super intéressant. On Pas arrive... politique, non, rendre Pas... service. C'est pas de la politique. Ok. Voilà. Très intéressant la visio. On arrive au bout de l'entretien. On va conclure. Dernière question, chacun d'entre vous. On se projette. 2050. Comment vous voyez-vous en 2050? Qu'espérez-vous comme changement en 2050? Dans les villes, principalement. Qu'est-ce que je vois dans les villes? Moi, je vais t'énoncer des Un poncifs, mais rêve. bah, mon rêve, c'est qu'on ait déjà compris
que ce qui se joue autour du dérèglement climatique, c'est pas l'avenir de la Terre, c'est l'avenir de l'humanité sur Terre. Ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est que la Terre, elle nous survivra. Mais la question de l'habitabilité de la planète, elle est désormais posée. Et la ville va jouer un rôle crucial dans cela. Je vais prendre un exemple, dans une ville que connaît Paul, mais à Trappes, aujourd'hui, ils font des zones fraîcheur, parce que il y a un certain nombre de bâtiments qui sont des zones qui, en cas de canicule, peuvent être des vrais fours. Donc, on raisonne complètement différemment comme on raisonne en termes de désertificialisation des sols. C'est que pour que l'eau à nouveau circule et qu'elle ne s'évapore pas. Pourquoi? Parce qu'elle restera en surface alors qu'on en a besoin pour recharger les nappes phréatiques et que ça va devenir un enjeu, alors la politique, stratégique, crucial que de contrôler l'eau demain. Donc, on a des facteurs de guerre et de conflits brûlants liés aux conséquences du dérèglement climatique. Donc, le sujet, il est vraiment de prendre à bras le corps cette question de du fait de reprendre le contrôle de notre destinée. Et là, aujourd'hui, on est en train de le perdre. On est en train de le perdre, la faute à un modèle économique qui est un modèle économique qui crée des dégâts qui sont irréversibles et qui produisent d'autres dégâts en chaîne. Donc voilà. Donc moi, j'espère qu'on aura trouvé les voies et les moyens en 2050 ou qu'on aura enregistré de véritables progrès sous la forme d'une capacité collective à mieux maîtriser notre destin. J'ai peur aujourd'hui que nous soyons dans un moment où nous pourrions perdre collectivement, si nous le décidions, euh, beaucoup du contrôle de notre avenir et de notre futur. Donc, Paul a des enfants, j'en ai aussi, et donc 2050, j'espère qu'elles, si je suis encore vivant, qu'elles me diront, mes filles, bon, bah, tu nous as pas laissé que de la merde, quoi. Paul, Pardon de parler comme ça. pas de souci. Ouais, j'espère aussi que mes enfants me diront t'as pas fait que de la merde et laissé que de la merde. mais c'est important de penser ça parce que tu penses à ton prochain et le plus proche, donc tes enfants. Et à partir du moment où tu as envie de laisser les choses, de me- un bel avenir pour eux au moment où tu seras plus là, ça te force aujourd'hui, et si tu as un peu de pouvoir, à faire les choses dans le bon sens. Voilà. Maintenant, ton bon sens n'est pas forcément le bon sens de tout le monde. C'est ça le problème. Mm. Mais essayons d'être pragmatiques. Voilà, il y a un changement climatique qui arrive. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec et donc mettre les choses en place pour le contrôler. Il y a d'autres enjeux qu'on va voir arriver, hein, c'est-à-dire des puissances rouges et des puissances bleues et nous au milieu. Comment est-ce qu'on fait pour garder ce modèle social j'estime incroyable. Enfin, si on regarde juste les premières pensées lorsqu'on écrit ce système-là, c'est génial. Voilà, c'est très tourné vers les autres. Il faut continuer à le garder. Évidemment, aujourd'hui, on pointe un peu plus les dérives de ce système-là. Mais je pense que la technologie aujourd'hui, la data et l'AI peut régler énormément de ces problèmes-là et garder justement un modèle social, mais très technologique. Donc j'essaierai d'inculquer les principes à mes enfants et leur dire que tout est possible grâce à la techno, et la techno qui n'est pas pensée que pour sa gueule. Voilà. Les enfants entrepreneurs, J'espère. j'espère. Je sais pas. Je suis fils d'entrepreneur moi-même, donc voilà. Mais je pense qu'être entrepreneur, c'est normal. Hein, tu sais, tu vas en Asie du Sud-Est, tout le monde est entrepreneur, il a son petit stand, ce machin, etc. Parce qu'ils essayent de s'adapter à l'économie et à la vie là-bas. Donc entreprendre, je trouve ça normal et j'espère transmettre les bons gènes à mes enfants. Après, c'est pas grave, hein, s'ils n'y arrivent pas, on leur en veut pas, mais tant qu'ils restent euh, sur leurs appuis et avec leurs principes qui sont pas des principes de trou du cul, ça va. Ok. La fin, c'est toujours. Ce jour, on lâche tout, on va vite. Et alors, dernière phrase pour conclure, quelle serait, la citation que vous auriez envie de laisser
à l'humanité. Donc la citation, Benoît Hamon, on va sur un site internet. Non, je vais pas donner une citation. Puisque Ou une citation, c'est quelqu'un d'autre, le comme mec vous qui voulez. pense qu'il peut laisser une citation à la postérité. Faut qu'il ait quand même un peu le melon. Alors maintenant, je vais te donner une citation d'une femme que je trouve ça me va bien. En gros, ce qu'elle a dit, ça se passe à la fin du 19e siècle. Elle s'appelle Emma Goldman. Elle vient de Russie. Elle est réfugiée aux États-Unis et c'est une combattante syndicaliste et on est en une période révolutionnaire et elle pressent que les révolutions peuvent accoucher de choses qui ne sont pas forcément meilleures que ce qu'on combat. En gros, elle dit attention à ce que derrière la révolution, ce soit plus joyeux. Et elle dit cette phrase que je trouve très juste. Elle dit If I cannot dance, this is not my revolution. Si je ne peux pas danser, ce ne sera pas ma révolution. En clair, si pendant le moment où on est en train de se battre, ce n'est pas joyeux, le monde qui se préparera derrière ne sera pas joyeux. Et je trouve qu'elle nous dit quelque chose, c'est que qu'on soit chef d'entreprise, responsable politique ou citoyen, quand on propose quelque chose, si on n'a pas dans cette proposition une envie de partager, une certaine joie, je me méfie du deal. J'ai Du l'impression lendemain. que le deal sera pas bon derrière. Voilà, donc la joie, c'est un bon indicateur. Team positif, toujours. Paul, Bah ouais, vous avez le choix. Votre citation ou quelqu'un d'autre? Bah, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc on va essayer de faire un truc sympa. Mais bon, si je devais laisser un message à quelqu'un, je lui dirais. Tu vois, j'ai fait d'autres podcasts et j'ai toujours dit à la fin, t'inquiète pas, demain c'est trop bien, quoi. Voilà. Je vais Sympa, m'arrêter là. sympa. Mike down. Merci Merci. Paul, merci Benoît d'avoir accepté mon invitation. Et Merci. j'espère que cet échange vous aura plu. Ça Très aura sympa. été instructif aussi pour C'est vous. cool. C'est la première fois qu'on fait un truc comme ça, nous. Bah, c'est la première fois qu'on se parle aussi longuement. On a nos numéros, on essaye de trouver, mais je pense qu'on est tous les deux très occupés. Donc on te remercie. Enfin, si Benoît le permet, on te remercie pour ce moment. Ouais, c'était cool. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à toi. Salut. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour le 2e épisode de Prospective urbaine.